C'est la deuxième partie de mes nouveautés Watches and Wonders. Si tu n'as pas vu la première partie, je te la mets ici. Les 9 marques. Encore une fois, ce n'est pas un classement, j'égrène les marques. Et puis j'en parle comme ça. D'ailleurs, on va commencer par Hublot. Ne t'étouffe pas, hein. Reste là. Je sais que c'est pas une marque que tu as forcément l'habitude de voir sur la chaîne. C'est pas forcément la marque la plus évidente pour moi. Je ne suis ni fan de foot ni résident d'Ubayotte, mais c'est une marque qui est un petit peu trop show-off pour moi. C'est pas mon style. Ils ont sorti d'ailleurs des modèles qui sont absolument pas dans les budgets que je propose d'habitude. Mais j'ai trouvé cette MP11 en saphir water blue avec 7 barillet pour 2 semaines de réserve de marche. C'était quand même assez dingue. Bon, en général, comme vous le savez, 5 jours de réserve de marche, c'est pas mal. En général, on est plutôt autour de 48-72 heures. 5 jours, ça commence à être très bien. Chez IWC, ils aiment beaucoup les grosses réserves de marche, notamment avec certains modèles. Mais là, 15 jours, c'est énorme, mais c'est au prix d'un énorme cylindre à 7 barillet devant. C'est... Voilà. C'est pas une nouveauté, mais c'est une nouvelle palette de tons de saphir qui est maîtrisée par Hublot. Ils utilisent quand même pas mal de saphir pour faire des boîtiers et d'autres pièces de montre. Donc là, voilà. De là à dire que c'est très attirant, je ne dirais pas ça, mais j'apprécie la prouesse technique. Par contre, je pourrais porter une Big Bang Integrated Time Only, 38 mm, c'est vraiment pas mal. Une taille relativement contenue. J'ai aussi vu la Classic Fusion High Jewelry, 40 mm, boîte en or, 18 carats, 94 diamants baguette à 363 000 euros. Faudrait que je fasse le calcul de tout ce que j'ai porté dans ces 4 jours. Je pense qu'on est au-delà des 2-3 millions d'euros, ça c'est sûr. C'est vraiment un modèle absolument incroyable en main. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien aller voir Hublot, c'est pour ce côté waouh. On a aussi cette Big Bang tourbillon en or, 18 carats, 102 pierres baguettes, c'est extravagant. C'est tellement extravagant, je trouve que ça en devient presque risible, quoi. Mais bon, c'est incroyable à voir, on sait même pas qui va porter ça, certainement un prince indien, voilà. C'est une expérience en soi d'avoir ça entre les mains et j'aime bien vivre ce genre d'expérience. À l'autre bout du style, il y a la numéro 2, c'est Hermès, deuxième marque dont j'avais envie de vous parler. Là, on est plutôt petit carré de soie autour du cou ou à la ceinture. J'ai vu la montre qui, je trouve, qui a eu le plus joli succès du salon, même chez des personnes qui sont vraiment très horlogères, très conservatrices. On m'en a beaucoup parlé sur le salon. C'est cette Hermès Cut, c'est la petite nouvelle de chez Hermès, qui a une forme vraiment originale. On a vraiment l'impression d'avoir mis un carré dans un rond dans un carré. C'est un modèle charmant. C'est un modèle qui est très rond, mais comme si on était venu couper des morceaux dans ce modèle, tailler dans ce modèle, d'où le nom, le modèle Cut, voilà. C'est un modèle charmant qui m'a pas transcendé. Je dis voilà, c'est pas le modèle que j'ai envie d'avoir, mais ça a su me faire apprécier d'ailleurs, comme chaque année, les nouveautés de chez Hermès. À l'intérieur, on a un mouvement H1912 qui est développé avec Vaucher. On a un cadran argenté opalin, un joli travail sur la police d'écriture. C'est ce que j'apprécie vraiment chez Hermès. Hermès met toujours un point d'honneur à avoir une police d'écriture particulière à chaque fois qu'elle sort un nouveau modèle. Et ça me touche parce que j'aime beaucoup tout ce qui est police d'écriture. Je trouve que ça apporte un vrai plus à la montre. J'ai aussi vu le fameux tourbillon développé par le Cercle des Horlogers, le calibre H1926, qui est aussi une répétition minute. Encore une fois, un tourbillon à l'honneur cette année, comme je vous le disais dans la première vidéo. Cette année, Hermès en a fait un. Voilà, ça leur permet aussi de se doter d'une certaine légitimité en sortant comme ça des pièces très travaillées. C'est vraiment magnifique, hein. Vraiment, rien à dire là-dessus. Je suis pas sûr que j'attends ça d'Hermès. La Cut est plus une montre que j'attends chez eux. Je trouve que c'est vraiment le type de montre pour lesquelles on peut venir les voir. Mais bon, vraiment pour l'instant, je préfère chez eux ce que j'ai vu en métier d'art, où là c'était vraiment, je trouve beaucoup plus sympa parce qu'il y a plus ce côté poétique, esthétique, plus que ce côté technique, ultra technique d'un tourbillon. Voilà, là ça va parfaitement ce côté métier d'art avec la maison Hermès, marqueterie, soierie, de la plume, de l'or. Enfin, vraiment, c'est très beau. J'ai adoré la montre qui s'anime à la demande avec ce cavalier, ou cette cavalière d'ailleurs, dans un boîtier en or gris, cadran en émail champ levé. C'est pas vraiment un automate, hein. C'est parce qu'un automate en général est animé par la force du mouvement. Là, c'est animé par un bouton poussoir sur le côté. C'est très poétique, vraiment, même si certains m'ont dit qu'ils auraient préféré un cavalier vivant et non un cavalier squelette. Chacun son truc. Troisième, chez Grand Seiko, on est toujours porté sur la nature avec des modèles vraiment très chics, très élégants comme d'habitude, avec un cadran qui rappelle les boulots autour du studio Grand Seiko de Shizukushi. On a des montres toujours très classiques, travail vraiment particulièrement intéressant sur les détails, sur les finitions. C'est vraiment ce qu'on vient chercher, c'est Grand Seiko, je trouve, c'est du quiet luxury, comme on dit. C'est une montre
qui vaut 10 000 €, vous l'avez au poignet, mais personne ne peut soupçonner que vous avez une montre aussi chère. Et c'est certainement pour ça que j'ai moins apprécié le Chrono Spring Drive ou cette Masterpiece Kodo tourbillon à force constante. Alors certes, c'est un modèle incroyable, cette dernière là que vous voyez, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on vient chercher ces grands Seiko ? Personnellement, ce serait pas le cas. Voilà, c'est pas forcément une pièce qu'on attend chez cette marque. Ça en fait un peu trop, mais je vous rassure, à 385 000 €, ça ne me concerne pas. Pour la quatrième, on retourne les pieds sur terre chez Frédéric Constant, là où on a fait dans le grand classique, mais où on se fait quand même plaisir, parce que franchement, ce sont des montres qui sont vraiment magnifiques. On retrouve notamment une classique Moonphase Date avec un nouveau mouvement automatique FC716, qui a été développé en interne, 72 heures de réserve de marche, 3 895 €. Donc c'est vraiment raisonnable avec toutes ces specs et puis cette élégance. Vraiment, cette montre, quand j'ai vu pour la première fois, j'ai tout de suite une vraie belle attirance. À la mettre au poignet, à voir les reflets du cadran, les différentes teintes de cadran sont très élégantes, très chic. Et ça, c'est très plaisant de voir ce genre de montre. Par contre, attention, Frédéric Constant hausse le niveau. On a aussi une classique date manufacture avec un mouvement FC706, lui aussi inédit, 72 heures de réserve de marche, avec différents cadrans, très élégant, tout pareil. On va dire que même si la marque, elle défend bien son segment luxe accessible autour de 1 000 €, ça elle le fait depuis des années et elle est bien implantée dans ce segment, c'est vraiment la marque de la première belle montre. Je pense qu'elle compte pas lâcher ce segment d'ici à demain, mais elle hausse un peu le niveau ici. Elle hausse le niveau de qualité, de finition, de prix. On a vu qu'elle l'a fait avec son quantième perpétuel. Elle l'avait fait avec son échappement à très haute fréquence. Elle hausse un peu le niveau ici, de la qualité, des finitions et aussi du prix. Ça reste encore très intéressant ou très bien placé en rapport qualité-prix. Attention cependant, Frédéric Constant à pas envoyer trop d'air chaud dans la montgolfière là, et finir comme d'autres avec des prix que le plus grand nombre ne peut pas se permettre. Mais bon, je fais confiance à Frédéric Constant à ne pas s'envoler trop haut. Cinquième, je suis allé chez Chapek, vraiment une marque que j'adore, que j'ai découvert il y a quelques années et que j'ai rencontré pour la première fois l'année dernière. J'ai notamment adoré le modèle Promenade Goutte d'eau, qui ressemble un peu à la Pekini Tourbillon d'ailleurs, avec ce côté onde qui se répand sur l'eau. Là, on apprécie vraiment la symétrie de la pièce et puis surtout l'émail grand feu. Bon, c'est pas comme la Pekini parce que là, on a une petite seconde et on n'a pas un tourbillon, mais on a surtout de l'émail grand feu qui crée cette illusion d'optique d'onde sur l'eau qui rayonne comme ça à partir du sous-cadran des secondes. C'est magnifique, c'est poétique, c'est une œuvre d'art. J'adore cette marque, ils font vraiment de beaux modèles, tous très luxe, discrets, pareil, pour les passionnés d'horlogerie. Vraiment, bon, un passionné qui a un peu d'argent, mais qui n'a pas envie de porter une grande marque ultra connue tout en étant un fin amateur d'horlogerie. C'est sous le radar, vraiment, c'est le moment d'y jeter un œil. 6, je suis allé chez Cartier, il fallait prendre une demi-journée de congé pour aller chez Cartier parce qu'il y avait 66 nouveautés au catalogue. J'ai passé, alors en général un rendez-vous c'est entre 20, 30 minutes. J'ai passé plus de 45 minutes, je crois 50 minutes chez Cartier pour voir les nouveautés, c'est vraiment énorme. Tout est pas pour hommes, certes, mais bon, il y avait quand même pas mal de choses. J'ai vu la nouvelle baignoire qui a changé de taille, enfin une nouvelle taille pour la baignoire, une des montres femmes que je préfère, la Panthère en or massif, et puis comme d'habitude, chez toutes les autres marques cette année, des matières précieuses. Vraiment, c'est le point cardinal, ces matières précieuses cette année. On abandonne l'acier et puis on va chercher de l'or rose, du platine. Moi, ce que j'ai aimé cette année, comme tout le monde d'ailleurs, c'est ces tortues chrono monopoussoirs. Vraiment, ça marque un retour sublime de ce modèle qui est extrêmement désirable et désiré d'ailleurs parce que franchement des monopoussoirs en tortue il n'y en a pas eu beaucoup de produits mais vraiment c'est magnifique. Voilà, je vous fais tout passer l'écran, il y avait tellement de choses que ce serait une vidéo à elle seule pour pouvoir en parler, mais vraiment cette tortue monopoussoir c'est celle qui m'a fait le plus vibrer. Sans transition, 7e marque, je suis allé chez Baume & Mercier. Ils ont proposé des itérations de la Riviera. Alors j'adore leur cupé, je trouve que vraiment c'est au-dessus du reste de la collection. C'est une édition limitée à quelques exemplaires, mais vraiment, ils ont fait une très belle montre avec ce cupé. Par contre, je trouve que c'est juste déroutant par rapport aux différentes collections de Baume & Mercier. J'ai encore du mal à voir une cohérence totale chez cette marque. On voit que la marque, elle commence clairement à se remettre en place,
mais on est encore dans les années où elle se cherche. On a une petite montre à quartz qui est vraiment jolie, même si j'aime pas trop le quartz. Mais bon, elle a le mérite d'être extrêmement fine. Mais bon, je vois pas trop ce qu'elle fait par rapport au reste de la collection, compte tenu des autres pièces qui sont en général, quand on voit la Baumatic 5D ou le QP, qui sont présentées visiblement au même titre que cette montre. Je comprends l'intérêt commercial, mais d'un point de vue communicationnel et presse, c'est quand même plus difficile à voir. 8. Je suis passé chez TAG Heuer pour voir la Carrera Glassbox qui a été sortie l'année dernière dans d'autres coloris. Et là, ils ont sorti avec un cadran panda, c'est-à-dire un cadran gris avec 2 sous-compteurs noirs. On m'en a aussi pas mal parlé sur le salon. Et puis difficile aussi de ne pas parler de cette chronographe Skipper qui est une redite d'un modèle de 1968. Parce qu'en fait, TAG Heuer était devenu chronométreur officiel du bateau Intrépide pendant la Coupe de l'America à l'époque, à la fin des années 60-67. Donc le voilier a remporté la compétition. Et donc pour célébrer cette victoire, il y a eu un modèle qui a été lancé, le modèle Skipper. Et donc là, TAG Heuer lance la Skipper qui reprend la forme de la Glassbox qui est sortie l'année dernière, mais avec un cadran de Skipper proposé sur plusieurs bracelets en acier 39 mm avec un cadran bleu à 6 850 €, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo. On se retrouve maintenant pour la troisième vidéo, pour la suite et la fin de mes nouveautés Watches and Wonders.